Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Salut Nono-san, ça fait super plaisir de voir des gens qui reviennent. Et du coup, ce soir, ça va être un petit peu spécial, ça va être le premier stream que je fais avec Space Engine plutôt que Stellarium. D'habitude, j'utilise Stellarium déjà parce que c'est vachement bien comme logiciel, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire pour voir le ciel, voir à quoi ça ressemble, voir à quoi ça ressemble depuis la Terre, et avoir quelque chose d'aussi proche que possible de ce qu'on observe vraiment. Salut Fef, bienvenue parmi nous. Ça me fait plaisir de te voir ce soir. Et du coup, Stellarium, il y a vraiment cet objectif de montrer la voûte céleste, en tout cas, telle qu'on la voit depuis la Terre, ou d'ailleurs depuis Mars, ou Mercure, ou depuis une autre planète. Mais Space Engine, un des gros avantages, c'est qu'on n'est pas restreint à la surface d'une planète, on peut aussi se déplacer entre les astres, entre les étoiles, entre les galaxies. Et du coup, il y a ce côté-là en plus qui est vachement sympa. Et on peut aussi s'en servir comme planétarium pour montrer un petit peu les constellations. Mais je vous promets pas de pas avoir des bugs ce soir, parce que Space Engine, j'ai beaucoup moins l'habitude de m'en servir. Alors que Stellarium, c'est un logiciel qui est utilisé aussi dans des planétariums. Genre des planétariums où t'es sous un dôme et t'as le planétarium qui est projeté sur le dôme au-dessus de ta tête. Et du coup, j'ai l'habitude de plutôt utiliser ça quand je fais des animations sous planétarium. Bon, c'est pas vraiment en vrai. Enfin, ici, en fait, c'est pas que c'est pas en vrai, c'est juste que on n'est pas sous dôme. Et ouais, comme tu dis, Loïc, c'est comme Stellarium, mais en 3D, et avec vraiment la possibilité de se déplacer en 3D. Et donc ça, c'est assez sympa. La semaine dernière, on avait regardé l'éclipse lunaire. Et là, je crois que je suis sur la Lune si ça a gardé ce que je faisais depuis la dernière fois. Et normalement, là, juste devant nous, c'est la Terre qui cache le Soleil. Et donc ça, c'était vendredi. Vendredi, il y avait une éclipse lunaire. Mais du coup, si on prend la Terre, hop, ouais, donc c'était bien ça. C'est bien la Terre qu'on voit juste devant nous. Et donc on peut par exemple avancer dans le temps et on verra le Soleil qui va apparaître juste à côté de la Terre. Et voilà, et donc ça y est, le Soleil nous éblouit, et donc on ne voit plus la Terre, parce que la lumière du Soleil est trop brillante. Et il y a plein de trucs comme ça qui sont vachement bien faits avec les... Ah, je sais plus le nom, les spikes. Euh, je sais plus le nom, le nom en français, les spikes du Soleil, donc c'est des effets d'optique en fait, parce que nos yeux sont des capteurs imparfaits. Et puis aussi, dans Space Engine, en fait, il va pas tellement chercher à simuler ce qu'on voit avec nos yeux, il va plutôt chercher à simuler ce qu'on voit avec des caméras, et d'ailleurs on peut régler plein de paramètres de caméra. Là on peut régler la compensation de l'exposition, la luminosité, plein de trucs qu'on pourrait faire si on avait un appareil photo en main et qu'on était sur la Lune, et qu'on essayait de prendre en photo les choses. Donc il y a plein de trucs vachement sympas comme ça. Mais je vous propose un petit voyage à travers l'univers. Et on va partir de la Terre. Donc là, la petite boucle en rouge, en fait, c'est le mouvement de la Terre. Et oui, un voyage! C'est le mouvement de la Terre, parce que la Terre, elle est, elle aussi, en orbite autour de la Lune. Et le centre de gravité du système Terre-Lune, il n'est pas exactement au centre de la Terre. Il est quelque part à l'intérieur de la Terre, certes, mais un petit peu décalé. Et du coup, la Terre, elle va avoir ce petit mouvement autour du barycentre Terre-Lune. Et pareil, la Lune, elle va pas tourner exactement autour du centre de la Terre, elle va tourner autour de ce point qui est un petit peu décalé. Et pour vous donner un petit peu une idée de l'ordre de grandeur, la Terre, son diamètre, c'est 12 000 km. Et donc 12 000 km, c'est un trentième, si je sais bien faire des calculs, de la distance avec l'astre naturel le plus proche,
qui soit régulièrement à côté de la Terre. Et j'ai bien sûr nommé la Lune. La Lune qui donc a son orbite en jaune, et qui donc elle aussi orbite autour de ce même point qui est un peu décalé par rapport au centre de la Terre. Et la Lune, elle est à 364 000 km à peu près. Donc la Terre c'est 12 000 km, près de 360 000 km, c'est la Lune. Donc vraiment, l'espace c'est grand, et c'est beaucoup de vide, parce que n'y a pas grand chose entre les deux quoi. De temps en temps il arrive que... alors il y a tous les satellites artificiels qu'on a mis en orbite autour de la Terre, mais sinon des objets naturels en fait il y en a très peu. De temps en temps il va y avoir un petit astéroïde qui va passer à proximité de la Terre, parfois il y en a même quelques-uns qui passent entre la Terre et la Lune. Il y a évidemment les étoiles filantes qu'on voit qui sont des petits bouts de cailloux d'espace qui sont passés tellement proches de la Terre qu'ils sont passés à travers l'atmosphère de la Terre. Mais c'est vraiment des tout petits cailloux. Et du coup, globalement, c'est quand même beaucoup de vide. Et puis après, si on continue de reculer, eh ben, il faut qu'on arrive à... Là, on arrive à une centaine de milliers de kilomètres, et il n'y a toujours rien à part la Terre et la Lune, et quelques astéroïdes occasionnels. Tiens, là, on commence à avoir des astéroïdes qui sont repérés par Space Engine. Et c'est un astéroïde qui fait donc 100 mètres de diamètre, donc vraiment c'est des objets qui sont pas très grands. C'est relativement un peu grand pour un astéroïde, mais c'est pas non plus énorme. Tiens, on a encore quelques autres astéroïdes qui se baladent. Et là, on commence à voir les orbites d'autres planètes. Donc là, ça va être l'orbite de Vénus, pardon. Et là, sur le côté, on va changer d'échelle. Tout à l'heure, je parlais déjà en milliers de kilomètres, puis en centaines de milliers de kilomètres. Et là, si on continue à reculer, ça commence à faire beaucoup de kilomètres, de centaines de kilomètres, même de milliers de kilomètres. Et du coup, en fait, on va utiliser une autre échelle. C'est comme à la maison, quand on mesure la taille d'un meuble, on parle en centimètres, et puis quand on mesure une distance dehors, genre la distance d'un trajet, on va parler en kilomètres. Là c'est pareil, on va passer à l'unité d'au-dessus, on va passer à l'unité astronomique. Et donc là on va passer à une nouvelle unité qui va être donc l'unité astronomique. Et une unité astronomique, ça va correspondre à la distance moyenne qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Et on va exprimer les distances dans le système solaire, typiquement on va les exprimer avec cette unité-là, parce que c'est bien pratique. Du coup, la Terre, elle est à une unité astronomique, pile poil. Mars, on voit son orbite en vert là, c'est 1,4 unités astronomiques du Soleil. Alors, en ce moment, Mars, elle est à l'opposition. Elle est à l'opposition ? Non, l'opposition, c'est de l'autre côté. Elle est à la conjonction, pardon. À chaque fois, je confonds opposition et conjonction, parce que opposition, c'est quand elle est à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil, et conjonction, c'est quand elle est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. Donc en ce moment, la planète Mars, elle est à la conjonction donc. Et ce qui veut dire que donc elle est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. Donc la distance entre la Terre et Mars en ce moment, c'est la distance maximale qui est possible. Donc la Terre, elle est ici, et Mars, elle va être ici. Non, ça c'est un astéroïde. Ça aussi c'est un astéroïde. Et j'arrive pas à sélectionner Mars, mais elle est quelque part par ici. Ah, c'est parce qu'on n'est pas à la bonne date de la simulation. Je pensais être revenu à un moment donné en 2021. En novembre 2021. Mais du coup, en ce moment, donc là, dans la simulation, Mars, elle est ici. Mais en ce moment, dans la vraie vie, Mars, elle est à peu près ici par rapport à la Terre. Ce qui veut dire qu'il y a 2,4 unités astronomiques entre la Terre et Mars. Ce qui fait à peu près 20 minutes
pour les communications. Et donc en ce moment, quand on envoie une commande sur Mars, eh ben, il faut attendre 40 minutes, le temps que l'information elle aille jusqu'à Mars, et puis qu'elle revienne. Et pareil, la façon de changer la date, je la trouve pas hyper pratique. Il faut à chaque fois taper la date en entier. Tu peux pas juste changer un jour ou un mois, enfin peut-être tu peux, mais en tout cas j'ai pas trouvé comment faire. Je sais pas quel jour on est, on doit être le 23. Si pour passer d'un jour à l'autre, c'est pas hyper pratique. Ah ouais, il y a un bouton pour mettre la date actuelle. Ah ouais, fixer l'heure à maintenant. Ouh, pas mal. Excellent. En plus, j'ai fait tous les tutoriels, donc je pense que j'ai déjà dû voir ce bouton à un moment donné, mais j'ai tout oublié. Il y a tellement de boutons, il y a tellement de commandes, il y a tellement de trucs qu'on peut faire avec ce logiciel. Et du coup, donc je disais, là, en ce moment, donc il faut 40 minutes, quand les ingénieurs de la NASA ou ceux qui travaillent avec Perseverance envoient une commande au rover Perseverance, et ben il faut qu'ils attendent 40 minutes avant de recevoir une réponse. Parce qu'il y a 20 minutes à l'aller, 20 minutes au retour. Parce que bah, une unité astronomique, ça correspond aussi à 8 minutes-lumière. Donc la distance que parcourt la lumière en 8 minutes. Donc là, quelque part au milieu, on a le Soleil. Hop, et donc la Terre, elle est là. Et ici, c'est Mars. Donc ça correspond à ce que je vous disais. Donc Mars, elle vient de passer, il n'y a pas très longtemps, à la conjonction. Et du coup, bah, la distance entre la Terre et Mars est maximale. Et puis, si on continue de reculer, et ben là, on va avoir la ceinture d'astéroïdes, qui est entre Mars et Jupiter. Et on va avoir plein d'astéroïdes qui vont être dans ces eaux-là. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, en bleu, c'était une planète naine. Je continue de découvrir des choses avec ce logiciel. Donc c'est la planète naine Cérès, qui a d'abord été considérée comme une planète quand elle a été découverte. Tiens, on va aller zoomer dessus. Cérès, c'est une planète naine. Donc c'est un objet qui est à peu près rond, qui est en orbite autour de la Terre, mais qui a plein d'autres objets dans la même orbite que lui, ou presque dans la même orbite que lui. Et du coup, c'est pas une planète, c'est une planète naine. Et on a des super images de cette planète naine, parce qu'il y a une sonde de la NASA, il y a quelques années, qui est allée la survoler. Elle a survolé Vesta et Cérès, qui sont les deux plus gros astéroïdes de la ceinture principale. Donc la ceinture principale, c'est une bande comprise entre Mars et Jupiter, dans laquelle il y a plein d'astéroïdes. Et les deux plus gros, c'est Cérès, donc le plus gros, et Vesta, le deuxième plus gros. Et Cérès, il a une histoire un peu rigolote, parce que au tout début, quand on l'a découvert, on s'est dit... on cherchait une planète, en fait. Et donc, quand on a trouvé un objet là où on cherchait une planète, et ben on s'est dit, ah bah tiens, c'est une planète. Hey, salut de Schnorr! Bienvenue parmi nous! Ça me fait plaisir de voir des têtes connues. Hey, ça va bien et toi? Donc après avoir découvert CRS, on a commencé à découvrir plein d'autres objets dans cette même bande. Et donc il y avait Vesta, Pallas, Hébé, etc. Et on s'est dit, bah, peut-être qu'en fait c'est pas vraiment des planètes, tout ça, peut-être que la dizaine, la trentaine d'objets qu'on vient de découvrir dans cette zone-là, peut-être c'est pas vraiment des planètes, parce qu'en plus, bah, c'est quand même plutôt plus petit que des planètes. Ils se ressemblent un petit peu tous les uns les autres, mais ils ressemblent pas tellement aux planètes qu'on connaissait avant. Donc peut-être qu'en fait on a découvert une nouvelle catégorie d'objets à part entière. Et c'est comme ça qu'on a créé la nouvelle catégorie qui est les astéroïdes. Et donc on a dit Cérès, c'est un astéroïde, parmi des milliers d'autres, des dizaines de milliers d'autres. Salut Stargazing Spot, bienvenue parmi nous et merci de suivre la chaîne. Et puis après, bah, en 2006, on a décidé de créer une nouvelle catégorie d'objets. Et
qui sont les planètes naines. Et Cérès rentre dans cette définition-là. Donc on a dit, Cérès c'est à la fois un astéroïde et une planète naine. Et ouais, donc Microterre, en fait, dans Space Engine, ils catégorisent les objets avec des catégories qui sont pas forcément... Enfin, qui sont pas forcément des catégories définies par l'Union Astronomique Internationale, qui sont un peu des catégories vagues. Donc là, Microterre, froid et sans air, je pense que ça veut surtout dire que c'est un objet qui est rocheux, donc semblable à une planète tellurique. Et ouais, comme tu dis Loïc, après on a eu l'affaire Pluton. Donc Pluton, pareil, tout à coup on a commencé à découvrir plein d'objets qui ressemblaient vastement à Pluton, et plein d'objets qui se ressemblaient beaucoup entre eux, mais qui ressemblaient pas tellement aux autres planètes qu'on connaissait, donc on s'est dit, ah en fait, c'est pas juste quelques planètes, c'est vraiment une nouvelle catégorie d'objets à part entière, et plein de nouveaux trucs à découvrir. Après, c'est un choix original de pas prendre la classification de l'UAI. En même temps, l'UAI a pas de classification vraiment pour... Enfin, ils ont pas défini de classification pour, par exemple, les différents types d'exoplanètes. On parle de façon un petit peu colloquiale de Jupiter chaud, de Neptune chaud, de Super Terre, etc. Mais on n'a pas formellement défini ce que c'est, on n'a pas formellement défini de frontière entre ces différentes catégories-là. Donc si tu veux faire une catégorisation un petit peu comme ça qui puisse recouvrir toutes les exoplanètes, tu peux pas vraiment t'appuyer sur ce qu'a fait l'IAU parce que elle a pas encore défini ces choses-là. Mais en même temps, Space Engine, un des trucs aussi, c'est que ils permettent de générer de façon procédurale des planètes. Et donc dans ce contexte-là, c'est aussi utile d'avoir ces classifications-là, même si l'IAU ne les a pas définies. Dans le logiciel, en fait, ça fait plutôt sens, je trouve. Et donc après cette brève escale sur Cérès, on repart dans notre petit voyage. Et on continue de dézoomer. Donc là, on est centré sur Cérès. Et on dézoome. Tiens, on commence à voir son orbite autour du Soleil. On commence à voir plein d'autres astéroïdes. On voit le système solaire penché. Je vais essayer de tourner la vue pour qu'on voit le système solaire vu du dessus. Donc on avait dit, on a le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, la ceinture d'astéroïdes avec Cérès, et puis après on a Jupiter. Alors un truc rigolo ici, c'est qu'il y a tout un paquet d'astéroïdes ici entre Mars, donc Mars c'est l'orbite verte qui est ici, Jupiter c'est l'orbite verte juste après, l'orbite bleu cyan c'est l'orbite de Cérès, et donc il y a plein d'astéroïdes autour de l'orbite de Cérès. Et puis après si tu regardes dans l'orbite de Jupiter, et là aussi il y a deux paquets d'astéroïdes. Et donc de Schnorr qui dit c'est difficile de classifier les exoplanètes, entre une naine brune et une grosse géante gazeuse, ça peut être compliqué. Et ouais, il y a un truc dans la définition de planète de l'Union Astronomique Internationale, qui est qu'il n'y a pas de limite haute à ce qu'est une planète. L'Union Astronomique Internationale, elle a dit, c'est quelque chose d'assez gros, assez massif pour être sphérique, c'est quelque chose qui est en orbite autour du Soleil, et c'est quelque chose qui, dans son histoire de formation, il y a des choses qui ont permis à ce que son orbite soit nettoyée. Mais il n'y a pas de limite haute. Donc on n'a pas de limite entre ce qui constitue une planète et ce qui constitue une étoile, ou ce qui constitue une naine brune, qui sont des espèces d'étoiles ratées, on les appelle parfois. Donc c'est des objets qui sont très massifs, parfois même assez massifs pour assez massifs en fait pour entamer la fusion du deutérium, mais pas assez massifs pour entamer la fusion de l'hydrogène. Alors ça aussi, assez massif, pas assez massif, c'est aussi une histoire compliquée et il n'y a pas de limite nette qui soit possible entre les deux, parce que ça va dépendre aussi de la composition. Ça va dépendre de la métallicité de l'étoile. Donc on a une boule de matière, avec plein d'atomes, beaucoup d'hydrogène, mais aussi quelques autres éléments qu'on va appeler des métaux, puisque donc ils sont plus lourds que l'hélium.
qu'en astronomie, tout ce qui est plus lourd que l'hélium, on dit que c'est un métal. Comme ça, c'est plus simple. Donc, si la fusion de l'hydrogène s'entame ou non, eh ben, ça va dépendre de la métallicité de l'étoile, donc ça va dépendre de tous les autres atomes autres que l'hydrogène et l'hélium qui sont dans l'étoile. Et donc, tu peux avoir des objets qui sont plus petits dans lesquels la fusion aura été entamée, donc plus petits que d'autres objets dans lesquels la fusion n'aura pas été entamée. Donc pareil, il n'y a pas de limite nette entre les deux. C'est comme quand tu essaies de mettre les gens dans des boîtes, et ben il y a toujours des gens qui sont à la frontière entre les boîtes, et t'arrives jamais vraiment à classifier les gens dans des boîtes. Et ben les planètes et les étoiles, c'est pareil. Dès que tu essaies de mettre une frontière nette, et ben il y a toujours des objets qui vont être un petit peu à cheval entre les deux, qui vont être un petit peu à la frontière. Et ouais, donc les planètes n'ont pas entamé de fusion, mais ça c'est pas précisé dans la définition de l'Union Astronomique Internationale en fait, et c'est assez intéressant. Donc effectivement, les objets qu'on va appeler étoiles vont avoir de la fusion en leur cœur, et les objets qu'on va appeler planètes ne vont pas en avoir. Et c'est typiquement la distinction qu'on fait entre les deux. D'un côté, pas de fusion planète, de l'autre côté, fusion étoile. Mais en fait, la frontière, elle est pas du tout aussi évidente que ça. Et du coup, donc, pour ce qui est de la classification des exoplanètes, pour revenir un petit peu à ce que tu disais juste avant de Schnorr, c'est que, en fait, les exoplanètes, on arrive quand même assez bien à les classifier sur plein de trucs par rapport à plein d'aspects différents. Donc déjà, il va y avoir la distance d'une exoplanète par rapport à son étoile. Il va y avoir sa masse, qu'on peut assez facilement déterminer avec les transits, donc quand l'étoile elle va passer, l'exoplanète va passer juste devant l'étoile par rapport à nous, et ben on va voir la lumière de l'étoile qui va diminuer un petit peu. Et puis aussi avec la méthode la méthode radiale, donc avec l'exoplanète et son étoile qui vont être en orbite l'une autour de l'autre. Donc comme tout à l'heure j'avais parlé du fait que la Terre elle aussi, elle était en orbite autour du barycentre du système Terre-Lune. Et ben, quand on a une planète et une étoile, c'est pareil. L'étoile, elle va, elle aussi, être en orbite autour du barycentre étoile, exoplanète. Et du coup, elle va avoir des tout petits mouvements qu'on pourra détecter avec l'effet Doppler. Donc il y a la masse et la distance à l'étoile qu'on arrive à déterminer, et de plus en plus, on arrive aussi à caractériser des atmosphères sur les exoplanètes. Donc quand il va y avoir l'exoplanète qui va passer devant son étoile, et ben on regarde la lumière qui a traversé l'atmosphère, et à partir de là, et ben on peut en dire plein de choses sur l'atmosphère. Donc on arrive quand même à faire un petit peu on commence en tout cas à faire des classifications d'exoplanètes en fonction de leur atmosphère. Donc on arrive quand même à classifier les exoplanètes aussi, et à dire plein de choses. Par exemple, la quantité d'eau qu'il y aurait dans l'atmosphère, et ben c'est quelque chose qu'on pourrait voir quand une exoplanète passe devant son étoile. C'est typiquement le genre de truc qu'on pourrait mesurer. Et oui, donc De Schnorr qui demande l'effet Doppler, c'est pas celui de la sirène des pompiers, et si, quand il y a une ambulance qui passe devant vous, et ben ça va faire avec ma super imitation d'ambulance. Donc au début ça va être plus aigu que après, parce qu'au début l'ambulance elle se rapproche de vous, et donc ça va compresser les ondes, alors que quand elle s'éloigne de vous, bah, les ondes elles vont s'étendre, et la lumière c'est aussi une onde, et donc ça se comporte de la même façon. Et donc il va y avoir des moments où la lumière va changer en fait de longueur d'onde quand l'étoile se déplace, quand elle fait cette espèce de petit mouvement d'orbite. Il y a des moments où elle se rapproche, des moments où elle s'éloigne. Et donc bah, pareil que pour la sirène d'ambulance, mais avec de la lumière au lieu avec du son. Et merci beaucoup, je suis très fière de mon imitation d'ambulance. Ça a été beaucoup de travail pour réussir à la perfectionner. Et puis bah, donc là on a Jupiter. Le diamètre de l'orbite de Jupiter, c'est 10 unités astronomiques et demie. Donc la distance Terre-Soleil, c'est 1 unité astronomique. La distance Soleil-Jupiter, c'est 5,2 unités astronomiques.
Donc déjà on est presque un ordre de grandeur au-dessus. Et bah là il y a plein de petits points. Donc ça c'est des comètes, ça c'est des astéroïdes. Il faut garder en tête que les points qui sont dessinés ici en fait ils sont hyper gros. Les distances entre les différents objets sont respectées, mais par contre les diamètres dans cette représentation là ne le sont pas du tout. Et donc chacun de ces objets en fait est tout petit, et si on le représentait à sa taille réelle, et ben on le verrait pas du tout sur la carte. Donc bah forcément on fait des gros points pour pouvoir y voir quelque chose, mais si on les représentait à taille réelle, on les verrait pas du tout sur la carte. Et vraiment, faut garder en tête qu'en fait l'espace c'est beaucoup de vide entre des choses qui comparativement sont très petites. Et même le point orange là qui représente Jupiter, en fait il est très grand par rapport à la taille qu'aurait Jupiter si on respectait les échelles. Et ouais, on peut se référer à ces ça. Après, dans Space Engine aussi, on peut le voir. Il y a plein de modes différents dans Space Engine. Là, je suis dans le mode carte. Mais après, il y a aussi d'autres modes où tu peux effectivement voir la taille de Jupiter telle que tu la verrais si t'étais au-dessus du système solaire. Celestia ne devrait pas être comparé à la grandeur de Space Engine. Alors, Celestia tient quand même une place particulière dans mon cœur parce que c'est du logiciel libre déjà, et que j'affectionne particulièrement le logiciel libre. Mais c'est vrai que, notamment pour la vidéo que j'avais faite sur Lucie, et sur les occultations, au début je voulais le faire avec Celestia, et il y a tellement de choses qui sont mal documentées, déjà il n'y a pas de log quand tu veux débugger des choses, que finalement je suis passée par Space Engine plutôt que Celestia. Et salut Capraille, et merci de nous rejoindre. Et ouais, c'est de l'indé, mais c'est pas du logiciel libre Space Engine. Il y a un truc rigolo qu'on voit ici, c'est que donc il y a plein d'astéroïdes là qui sont tous empilés les uns sur les autres entre Jupiter et Mars. Mais après, il y a aussi deux petits paquets, un ici et un ici, et c'est les astéroïdes troyens de Jupiter. Donc ils sont situés au point de Lagrange du système Jupiter-Soleil. Il y a deux endroits qui vont être stables, donc ici et ici, et au moment de du tout début de la formation du système solaire, avec la migration des planètes, et ben il y a plein d'objets qu'on pense venir d'au-delà de l'orbite de Neptune, donc ça correspond à des objets qui aujourd'hui sont au-delà de l'orbite de Neptune. Et ben il y en a plein qui se sont retrouvés coincés dans ces deux zones-là, avec le déplacement des planètes, parce que au tout début du système solaire, les planètes ont beaucoup bougé à travers le disque protoplanétaire. Et il y a tous ces astéroïdes qui se sont retrouvés piégés. Et c'est ce qu'on appelle les astéroïdes troyens, avec le camp des Grecs qui est ici. Donc tous les astéroïdes qui sont ici, ils ont des noms de personnages de la guerre de Troie grecque. Et puis là, il y a le camp des Troyens, avec tous les astéroïdes qui ont des noms de personnages du camp des Troyens, de la guerre des Troies. Et donc Deschnor qui dit, il y a un autre programme qui est WinStars, je connais pas du tout. Par contre, il tourne que sous Windows. Va falloir que je sorte Wine pour tester tout ça. Intéressant, WinStars, donc je prends note. Et puis on arrive à Saturne, Uranus et Neptune. Donc Neptune qui est, là on parle de dizaines d'unités astronomiques déjà. La distance entre le Soleil et Neptune, c'est des dizaines d'unités astronomiques. Et là, on arrive vers les objets transneptuniens, donc dont je vous parlais tout à l'heure, dont on pense que les astéroïdes troyens viennent en fait du même réservoir d'objets. Et ouais, donc Deschnor qui dit il tourne sous Wine mais t'as jamais testé. Et ouais, j'aime pas Wine non plus, mais j'ai pas de licence Windows, donc ce sera Wine pour tester. Et un truc qui serait vachement chouette, c'est que si effectivement cette hypothèse selon laquelle les objets
enfin, les astéroïdes troyens de Jupiter viennent du même réservoir que ces objets transneptuniens, et ben ça voudrait dire qu'on a un réservoir d'objets vachement plus proche de la Terre, qui nous permettrait de comprendre ces objets qui sont vachement plus loin. Parce que là, on parle de 50 unités astronomiques pour aller voir les objets transneptuniens. Alors que les Troyens, c'est seulement 5 unités astronomiques. Donc on a vraiment un ordre de grandeur de différence. Et donc, c'est la sonde Lucie qui va aller explorer. Elle est partie en octobre cette année. Et d'ici quelques années, elle va arriver aux Troyens de Jupiter pour les explorer de près, pour les survoler. Et donc on en saura un petit peu plus et on saura si effectivement c'est le cas que ces deux familles d'objets se ressemblent beaucoup. Et si c'est le cas, ça serait quand même assez rigolo et ça serait assez chouette du coup de pouvoir en savoir plus sur ces objets transneptuniens juste en observant ce réservoir qui est juste à côté de nous. Comparativement. Enfin, qui est 10 fois plus près, quoi. Et puis, on a plein d'objets transneptuniens. Donc là, on a, parmi les objets transneptuniens, on a aussi 4 planètes naines. Donc tout à l'heure, on parlait des planètes naines avec Cérès. Et Cérès n'est pas la seule planète naine, il y en a 4 autres. En tout cas, 4 autres qu'on connaît à l'heure actuelle. Il y a plein d'autres objets pour lesquels on se dit « Ah bah tiens, ça serait peut-être une planète naine ». Mais pour l'instant, on sait pas encore assez de choses à leur sujet pour vraiment confirmer le fait que ce soit une planète naine ou non. Et là, avec son orbite ultra-elliptique, ça va être Eris, qui est la planète naine la plus massive. Elle est plus massive que Pluton, donc Pluton qui est aussi une planète naine. Je suis sûre que vous avez entendu parler de la controverse de 2006 autour des planètes et des planètes naines. Et on va aller jeter un œil à Eris. Et là, c'est peut-être un petit peu un reproche que je ferais à Space Engine. C'est que on voit pas vraiment la différence entre ce qui est représenté parce qu'on sait que c'est comme ça, et ce qui est représenté de façon procédurale ou parce qu'on suppose que peut-être ça pourrait ressembler à ça. Notamment, Eris, en fait, on n'a pas d'image aussi détaillée que ça de sa surface. Quand on regarde les photos qu'on a d'Eris, et c'est pas beaucoup de pixels, et c'est très très flou, et donc on est loin d'avoir ce niveau de détail-là. Enfin là, on voit carrément des cratères, là on a un cratère avec de l'éjecta, on a des cratères qui ont l'air d'avoir été endommagés, donc des cratères plutôt vieux, on a quelque chose qui pourrait peut-être ressembler à de la glace ou à des dépôts salins plutôt, parce que c'est quand même au niveau de l'équateur, donc peut-être des dépôts salins, avec de l'eau qui s'est évaporée et qui a laissé derrière elle les minéraux qui étaient dissous dans l'eau. Donc là vraiment il y a plein de détails qui sont affichés sur Eris, mais en fait on n'a pas du tout des photos qui soient aussi détaillées de cette planète naine là. Et par exemple Mars, on a des photos HD de sa surface. On a plein de sondes autour, on connaît vraiment avec beaucoup de détails la surface de Mars, et ça c'est super bien montré. Et sauf que du coup il n'y a pas vraiment de différence entre la façon dont la surface de Mars est présentée et la surface d'Eris est présentée. Alors que en fait la surface d'Eris elle va être générée procéduralement, donc ça va être on sait ça sur Eris, et à partir de là on essaie de deviner pour remplir les trous. Alors que sur Mars, la carte qu'on a de Mars et les images qu'on a de Mars dans Space Engine, c'est les vraies images de Mars. Et donc ça c'est un peu un reproche que je ferais à Space Engine, c'est que là comme ça dans le logiciel, si je reste dans le logiciel, j'arrive pas trop à faire la différence entre les deux. Et c'est seulement parce que je sais qu'on n'a pas des photos d'aussi bonne qualité d'Eris que je peux dire ah tiens là ça a été généré procéduralement. Space Engine se base sur les données existantes et puis après complète avec des procédures. En fait il va avoir un algorithme qui va faire tourner pour compléter là où il manque des informations. Mais du coup on voit, dans le logiciel en tout cas, on voit pas forcément là où les informations ont été complétées et là où les informations correspondent effectivement à la réalité. Alors il y a pas mal de paramètres qu'on peut sélectionner, par exemple sur les étoiles, on peut dire je veux afficher des étoiles générées procéduralement. Donc on suppose que dans la galaxie par exemple, dans notre galaxie, la densité d'étoiles elle est de temps, et la répartition elle est comme ça.
Mais les étoiles, on les a pas toutes observées parce qu'il va y avoir un certain nombre d'étoiles qui vont être pas assez lumineuses pour qu'on les voit. Et donc Space Engine, il va prendre ces informations-là, il va dire ah bah il doit y avoir à peu près cette répartition là d'étoiles, et donc je rajoute des étoiles là où il en manque par rapport à nos connaissances. Et donc ça on peut dire ah bah tiens je veux avoir les étoiles générées procéduralement ou pas. Et donc ça c'est pas mal qu'on puisse du coup sélectionner ça et dire ah bah je veux voir ce à quoi ça devrait ressembler vu ce qu'on connaît, ou je veux voir juste ce qu'on connaît. Et ouais, il essaie de rester scientifiquement correct, et je trouve que c'est super important, et vraiment c'est aussi une des raisons pour laquelle j'aime autant ce logiciel, c'est que vraiment il se base sur ce qu'on connaît, il essaie de rester aussi proche que possible de la connaissance qu'on a de l'univers. Mais là, en tout cas dans le système solaire, bah, entre la surface de Mars et la surface d'Eris, il n'y a rien qui me dit ah bah ça correspond à ce qu'on connaît, ça correspond à ce qu'on arrive à deviner à partir de ce qu'on connaît. Alors que si tu regardes par exemple dans Celestia ou même dans Stellarium, quand tu regardes la surface par exemple d'Eris, eh ben tu vas avoir une grosse patate, un peu floue, et bah effectivement ça va être une texture qui correspond aux meilleures images qu'on ait de Eris. Et du coup aussi dans une idée d'utiliser ça pour par exemple faire des présentations avec des enfants par exemple, mais je trouve que c'est plus facile de dire ah bah oui bah tiens là on voit un patatoïde parce que ça correspond à ce qu'on connaît de cet objet là, plutôt que de dire ah bah oui donc là c'est super détaillé mais en fait on n'en sait rien et ça a été généré procéduralement etc. etc. Et donc là bah on s'est encore un peu reculé et on est en gros à 100 unités astronomiques du Soleil. Et là vraiment on arrive aux derniers objets qu'on connaisse du système solaire. Et il y en a sûrement beaucoup plus que ce qui sont représentés là, mais qu'on ne connaît pas encore parce que c'est des objets qui sont très très loin et qui donc sont très difficiles à observer. Parce qu'ils sont plutôt petits, ils réfléchissent pas forcément beaucoup de lumière, et donc c'est pas facile de les voir. Et puis là, on arrive à peu près aux milliers d'unités astronomiques, et du coup, on quitte en fait le système solaire. Et du coup, là, en fait, on arrive donc aux milliers d'unités astronomiques. Et donc, pareil que tout à l'heure, l'unité astronomique, ça commence à devenir une unité un petit peu encombrante. Et du coup, au lieu de parler d'unité astronomique, on va commencer à parler d'année-lumière. Donc une année-lumière, c'est une distance. C'est la distance que va parcourir la lumière dans le vide au cours d'une année. Et donc là, ça y est, on a bien quitté le système solaire. Et pour arriver à l'étoile la plus proche, donc on avait quitté le système solaire, on était en gros dans l'ordre de grandeur de la 10e d'année-lumière. Et si on veut arriver à l'étoile la plus proche, eh ben il faut qu'on aille jusqu'à 4 années-lumière. Donc là on a Alpha du Centaure, Alpha Centauri, qui est donc l'étoile la plus proche de nous. Et un truc qui est rigolo, c'est que si on veut regarder cette étoile dans le ciel, et ben en fait elle est pas facile à voir. C'est une étoile qui est assez peu brillante, donc elle a à peu près les mêmes caractéristiques que notre Soleil. Donc c'est une étoile de classe G, donc les étoiles sont classifiées en fonction de leur masse. Donc il y a O pour les étoiles les plus massives, il y a B, A, F, G, etc. Et les lettres sont complètement dans le désordre pour des raisons historiques, qui n'ont absolument aucun sens. C'est O, B, A, F, G, K, M. De la plus massive à la moins massive. Et comme toute étudiante en astrophysique, j'ai appris ces lettres par cœur. Mais ces lettres n'ont absolument aucun sens, en fait c'est vraiment juste des raisons historiques, c'est parce qu'au tout début, quand on a commencé à regarder le spectre des étoiles, et ben on a commencé à les classifier, mais sans savoir à quoi ça correspondait. Salut Space Explorer W, bienvenue parmi nous et merci de suivre la chaîne. Et donc des raisons historiques, on regardait le spectre et on s'est dit ah bah tiens cette étoile là elle ressemble à cette étoile là ressemble à cette étoile là.
Mais on savait pas du tout à quoi correspondaient ces spectres, on connaissait pas du tout la signification physique de ces spectres. Et du coup, bah, on les a classifiés, on a donné des lettres un petit peu arbitraires, on a dit, bah tiens, ça va être la première classe, on va l'appeler A, puis ça va être la deuxième, on va l'appeler B, etc., etc. Et puis après, bah, on s'est aperçu qu'en fait, ces différentes classes correspondaient à des caractéristiques physiques différentes, et on s'est aperçu qu'en fait, les étoiles les plus massives, c'était celles auxquelles on avait donné la lettre O, et puis les deuxièmes plus massives, c'était celles auxquelles on avait donné la lettre B, etc., etc. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec une classification des étoiles, avec des lettres dans le désordre le plus complet, pour permettre à tous les étudiants d'astrophysique de s'arracher les cheveux en les apprenant. Et donc là, on a l'étoile la plus proche, donc là on avait dit 4 années-lumière, et puis on continue de reculer, et on a plein d'étoiles qu'on peut voir, et la plupart des étoiles en fait elles vont pas être très brillantes. Et salut Mabu Twitchin, bienvenue parmi nous et merci de suivre la chaîne. Et donc il y a plein d'étoiles, on commence à voir, aux alentours de 63 années-lumière. Et ces étoiles, elles n'ont pas toujours été nos voisines, donc en ce moment, ces étoiles-là sont juste à côté de nous, à l'échelle de la galaxie. Mais ça n'a pas toujours été le cas, parce que les étoiles, elles vont se déplacer, chacune, autour du centre de la galaxie, et chacune va avoir une orbite différente. Et les étoiles avec lesquelles le Soleil est né, les étoiles qui étaient juste à côté du Soleil au moment où le Soleil est né, et ben maintenant elles sont très loin. Et donc ces étoiles-là, elles sont dans notre voisinage en ce moment, mais c'est un peu temporaire. Et là, donc on arrive à 63 années-lumière, donc c'est à peu près le même ordre de grandeur que la distance à laquelle le télescope Gaïa mesure la parallaxe des étoiles. Et donc Gaïa, c'est un télescope spatial, et il regarde la position, très précisément, il regarde la position de toutes les étoiles au voisinage de la Terre. Donc selon la position qu'il a dans l'orbite de la Terre, donc il est en orbite autour de la Terre, donc il suit la Terre dans son orbite autour du Soleil, et donc la Terre, quand elle est ici, ou quand elle est ici, et ben la position relative des étoiles, elle va pas être tout à fait la même. Donc le principe, c'est le même que si vous mettez votre pouce au bout du bras, et que vous fermez un œil ou que vous fermez l'autre, et ben votre pouce, vous allez pas le voir devant la même partie de ce qu'il y a devant vous. Vous pouvez tester l'expérience en ce moment chez vous, pour que je ne sois pas la seule. Comme ça, avec mon pouce est en train de fermer l'œil droit, puis l'œil gauche. Et pour constater que effectivement, ça donne l'impression que votre pouce bouge par rapport à ce qui est derrière votre pouce, ou que l'arrière-plan bouge par rapport à votre pouce, selon comment vous voulez le voir. Et bah Gaïa, ça va être pareil, selon s'il est disons à droite de l'orbite ou à gauche de l'orbite. Et ben les étoiles les plus proches, on va avoir l'impression qu'elles vont bouger par rapport aux étoiles qui sont plus éloignées. Et en fonction de combien on a l'impression que ça a bougé, et ben on peut dire à combien elles sont loin. Et Gaïa va... Et bah forcément, plus une étoile est loin, moins on va avoir l'impression qu'elle bouge. Et donc, si on prend une étoile qui va être trop loin, bah ça sera comme si elle bougeait pas du tout par rapport à nous, enfin dans ce mouvement apparent en tout cas. Et donc on pourra pas dire quelle est sa distance, mais pour les étoiles qui sont suffisamment proches, avec cette technique-là, et ben on arrive à voir la distance de toutes les étoiles à peu près dans ce rayon-là, avec le Soleil qui est au milieu toujours. Et puis si on continue à reculer, et ben là on va se retrouver quelque part dans le bras d'Orion, si je dis pas de bêtises, ou le bras du Sagittaire. Je sais jamais si le Soleil est dans le bras d'Orion ou dans le bras du Sagittaire. Parce que notre galaxie, c'est une galaxie spirale barrée. Et donc dans les galaxies spirales, il y a des bras spiraux. Et les bras spiraux de notre galaxie, on leur donne des noms, en fonction de la constellation devant laquelle ils sont à peu près. Et donc là, on commence à voir un petit peu la structure de la galaxie. Là, il y a plus d'étoiles, donc ça doit être le centre de la galaxie, je dirais. C'est bras d'Orion. Donc nous, on est dans le bras d'Orion. Merci HS et bienvenue. J'avais cessé de regarder le stream quelques instants, et ouais, et Alpha du Centaure, c'est au moins une étoile triple. Et
Non, ouais, c'est ça, c'est Alpha qui a une étoile triple. J'allais dire peut-être quintuple, mais non, c'est Alpha est bien triple, il me semble. Et donc oui, donc le Soleil est dans le bras d'Orion. Et donc on dit, ah bah tiens, toutes les étoiles qui sont dans ce bras-là, et ben elles sont à peu près devant la constellation d'Orion. Et donc on va l'appeler ça le bras d'Orion, pareil pour le bras du Sagittaire, etc. Et donc là on va commencer à voir un petit peu la structure de notre galaxie. Donc là on a le centre, et tout à l'heure on regardait le système solaire vu du dessus. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais incliné la vue pour qu'on voit bien les orbites vues du dessus, pour qu'on voit un petit peu les ellipses des orbites. Et là, on voit que le plan de la galaxie, eh ben, c'est pas le même. Et donc le plan de notre système solaire, donc le plan de l'écliptique, le plan dans lequel toutes les planètes sont en train d'orbiter, à peu près, eh ben, il est incliné par rapport au plan de la galaxie. Et donc là, on est à la centaine de milliers d'années-lumière. Donc le diamètre de notre galaxie, c'est à peu près 100 000 années-lumière. Et si on continue de reculer, eh ben on va arriver aux galaxies les plus proches. Donc on a plein de petits trucs. Donc là on a le petit nuage de Magellan. On va voir d'autres petites galaxies, des galaxies naines. Donc les petites galaxies comme ça, on appelle ça des galaxies naines. Notre galaxie c'est une galaxie spirale, donc c'est une grande galaxie plutôt. Mais les galaxies naines sont en fait beaucoup plus nombreuses. Il y a plein d'endroits avec plein de petits satellites de nos galaxies comme ça qui sont des galaxies naines. Et en fait, ces galaxies naines, elles sont en orbite autour de notre galaxie à nous. Donc tout à l'heure on avait notre Soleil qui était en orbite autour du centre de notre galaxie, donc là on a d'autres galaxies qui elles-mêmes sont en orbite autour de notre galaxie. Et donc là on va arriver aux alentours du million d'années-lumière, et à quelques millions d'années-lumière on va arriver à Andromède, qui est la grande galaxie la plus proche de nous. Donc il y a les galaxies naines, donc toutes les petites galaxies autour de nous, mais la grande galaxie qui est aussi un schéma un peu défini comme la nôtre, et ben c'est Andromède, qui... je sais pas exactement où elle est dans cette image. Donc là on est centré sur notre galaxie. On va essayer de la refaire, on va essayer de voir si on voit une grande galaxie qui apparaît quelque part. C'est quoi ça? Ah ah, c'était bien la galaxie d'Andromède. Et donc on a la galaxie d'Andromède, qui donc est à peu près à 3 millions d'années-lumière de nous. Et c'est la galaxie spirale, la plus proche de notre propre galaxie, et les deux sont en train de se rapprocher. Et la galaxie d'Andromède, elle est vachement intéressante, un peu pour des raisons historiques, parce que c'est le premier objet pour lequel on a déterminé que c'était un objet qui était en dehors de notre propre galaxie. Dans les années 20, donc il y a un siècle, 1920, on avait plein d'objets dans le ciel qu'on appelait des nébuleuses, parce que c'était des objets un petit peu nébuleux, c'était un petit peu des nuages, c'était des taches floues dans les télescopes, et on savait pas trop à quoi ça correspondait, mais en gros, si c'était flou, on appelait ça une nébuleuse. Et il y avait plein d'objets comme ça. Il y avait la nébuleuse d'Orion, la nébuleuse d'Andromède, etc., la nébuleuse d'Hercule. Et avec l'amélioration des moyens d'observation, on s'est aperçu qu'en fait c'était des objets distincts. Et notamment il y a Hubble, Edwin Hubble, celui qui a donné son nom au télescope spatial, qui est encore en orbite autour de la Terre. Et ce Hubble, cet Edwin Hubble, il a regardé la galaxie d'Andromède, et il a réussi à voir certaines étoiles dans cette galaxie, donc les céphéides, un certain type d'étoiles variables, et il a dit « Ah bah tiens, ces étoiles variables, elles ont telle période. » Donc tous les temps,
il y a leur luminosité qui change. Et on sait qu'il y a un lien entre leur changement de luminosité et la quantité de lumière qu'elles émettent effectivement. Du coup, on peut connaître la quantité de lumière qu'elles émettent effectivement, et à partir de là, en comparant la lumière dont on sait qu'elles émettent à partir du modèle en fait qu'on vient de construire, et la lumière qu'on observe vraiment avec nos télescopes, et ben on peut en déduire la distance. Et du coup avec ça il a dit ah bah en fait Andromède elle est à telle distance de notre système solaire, donc c'est quelque chose qui est en dehors de notre propre galaxie, c'est carrément une autre galaxie en dehors de la nôtre. Et c'est la première fois qu'on découvrait qu'il y avait d'autres galaxies que la nôtre dans l'univers, et qu'on a aussi du coup découvert une nouvelle catégorie d'objets. Et tout à l'heure je parlais des astéroïdes qui au début on les appelait tous des planètes, et puis après on s'est dit ah bah en fait il y a peut-être d'autres catégories d'objets qu'on pourrait définir qui seraient utiles, les astéroïdes. Et ben là c'est pareil, on s'est dit ah bah en fait parmi les nébuleuses, et ben peut-être ça serait intéressant et intelligent de faire plusieurs sous-catégories. Donc va y avoir les galaxies qui sont en dehors de notre propre galaxie, et puis il va y avoir les nébuleuses, donc qu'on appelle encore aujourd'hui des nébuleuses, qui vont être des nuages de gaz et de poussière à l'intérieur de notre propre galaxie. Donc par exemple la nébuleuse d'Orion, c'est une nébuleuse, effectivement, alors que ce qu'on appelait avant la nébuleuse d'Andromède, aujourd'hui on l'appelle la galaxie d'Andromède. Et puis si on continue de dézoomer, eh ben, on a l'amas local. Donc les galaxies, elles aussi, elles vont se regrouper, donc il va y avoir des zones avec plus de galaxies que d'autres, des zones avec une plus forte densité de galaxies, et puis des zones avec une plus faible densité de galaxies du coup. Et si on continue de dézoomer, on voit un petit peu des espèces de filaments. Et là, c'est pas super bien représenté dans Space Engine. Mais normalement, à cette échelle-là, on commence un petit peu à voir des filaments qui se forment, donc avec des galaxies qui vont avoir une densité qui va pas être uniforme. Il va y avoir des endroits avec plus de densité de galaxies que d'autres, il va y avoir des amas de galaxies, donc il va y avoir des endroits où il va y avoir plein de galaxies qui vont être en paquets, les unes proches des autres, et puis des endroits où il va y avoir moins de galaxies. Et donc on a des amas de galaxies, donc nous on est dans l'amas local, parce que c'est l'amas où on est, donc on l'a appelé l'amas local, dans lequel il y a notre galaxie, et puis la galaxie d'Andromède, et puis plein de galaxies satellites, parce que Andromède aussi, elle a ses propres galaxies satellites. Et puis il va y avoir le super amas, donc en fait c'est un amas d'amas, donc on s'aperçoit que les amas aussi, il va y avoir des endroits avec plein d'amas, et puis entre ces super amas, il va y avoir plein d'espaces où il va pas y avoir grand chose. Et donc voilà, et donc là on est arrivé au bord de l'univers observable dans Space Engine. Et ce qui est un peu la fin de notre voyage. On va rentrer à la maison. Et on revient sur Terre pour terminer ce planétarium. Et donc merci beaucoup à tous d'être venus. J'espère que vous êtes au moins autant amusés que moi à faire Mumuse avec Space Engine. On se retrouve la semaine prochaine à 19h. Et puis j'essaierai de faire d'autres manips avec Space Engine, parce que vraiment il y a plein de trucs à faire, donc je suis loin d'avoir épuisé les possibilités de Space Engine. Et à quand un serveur Discord? Faudrait concrètement que je me sorte les doigts et que je m'en occupe. Mais peut-être prochainement, et ouais, on pourra mettre plein de captures de Space Engine dedans, et de Stellarium, et de Celestia, et de WinSpace aussi, pour ceux qui veulent. Et mais ouais, peut-être prochainement, je m'occuperai de faire ça. Et donc merci beaucoup d'être passé. Pour terminer, je vous propose une chanson. Ça faisait longtemps que j'avais pas terminé un stream avec une chanson. Et donc voilà, donc c'est la reprise des chansons.
planète habitable. La seule planète habitable, c'est la Terre, y'en a pas d'autre. On sait qu'il y en a pas dans le système solaire, pas dans le système solaire. On vivra pas sur Mars, ni sur Vénus, ni sur Europe, ni sur Titan. On a que la Terre, la Terre, la Terre. On a que la Terre, protège-la. Oh, les autres planètes habitables, les autres planètes habitables sont trop loin à plusieurs années-lumière. Il faudrait 100 000 années pour y arriver et on sait pas comment faire. La Terre, la Terre, la Terre, la Terre. On a que la Terre, protège les seules planètes habitables. La seule planète habitable, c'est la Terre, n'a pas d'autre. On sait pas vivre ailleurs. La Terre, la Terre, la Terre, la Terre, la Terre, la Terre. Et donc voilà, donc merci beaucoup, merci à beaucoup à tous d'être venus. Et merci Loïc, merci pour les compliments. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans Space Engine. Bonne soirée, portez-vous bien et puis à bientôt. Ciao ciao.